Pour me présenter, je vais déjà remercier l'UNICEF de m'inviter parce que vous me donnez l'opportunité de réunir dans cette conférence des thèmes qui me sont très chers. Vous me donnez l'occasion de réunir le thème de la santé mentale qui est un de mes champs de compétences et d'expertise en tant que psychologue. Vous me donnez l'occasion de parler des compétences psychosociales, qui est un sujet que j'ai particulièrement travaillé, étudié, notamment avec Rebecca Champland, je ne sais pas si c'est des noms qui vous parlent, Christophe André, Christophe Marsollier, etc. Parce que je fais partie de cette équipe de recherche à Grenoble qui vise vraiment au développement des compétences psychosociales. Et puis vous me permettez de parler des séjours éducatifs, qui est, je pense, un des domaines de ma vie pour lequel j'ai passé le plus de temps, encore plus peut-être que dans ma vie professionnelle, puisque je suis engagé depuis longtemps maintenant dans plusieurs associations d'éducation populaire et je continue de diriger encore au moins une fois par an un séjour BAFD ou BAFA, histoire de me garder un peu sur le terrain. Je suis responsable de toutes les politiques adultes grande association d'éducation populaire, une des plus grandes en nombre d'adhérents que sont les Scouts et Guides de France. Je connais aussi bien le milieu des séjours éducatifs et de loisirs, puisque j'ai aussi voulu passer un peu de temps pour découvrir que c'est un grand univers. Et enfin, un petit lien aussi de connexion, puisque ma ville de cœur, c'est Lyon, avant de m'exiler à Paris. Et donc, finalement, me retrouver ici à Paris, c'est quand même un peu rigolo pour moi. Alors, c'est quoi la santé mentale? Alors, je ne vais pas revenir dessus, mais c'est important quand même qu'on se redise quelques éléments pour aborder ce temps ensemble. On se redit que la santé mentale, c'est un continuum. Un continuum qu'on pourrait placer même finalement de façon multidimensionnelle, avec un premier axe qui est souvent celui auquel on pense, et celui de est-ce que j'ai besoin ou pas de soins. Quand on parle de santé d'ailleurs physique, c'est souvent comme ça qu'on pense les choses. Est-ce que je suis malade ou pas? Est-ce que j'ai besoin d'aller chez le médecin ou pas? Et donc finalement, on s'en remet beaucoup à la vie médicale de comment je vais. Mais vous voyez que, y compris sur le plan physique, en fait, j'aime tout le temps faire ce parallèle. Élise m'a mangé ma phrase fétiche, qui est qu'on connaît très bien les pathologies somatiques et qu'on sait les expliquer en grande partie. C'est beaucoup moins le cas quand on parle de santé mentale, mais on se réfère beaucoup à ça. Et en même temps, on se demande souvent, est-ce que je suis fatigué? Est-ce que j'ai de l'énergie? Etc. Et bien en fait, on peut se poser aussi cette question-là quand on parle de santé mentale avec un deuxième axe, celui de mon ressenti. Est-ce que je me sens en bonne santé mentale? Est-ce que je me sens en capacité de? Est-ce que je peux mener une vie riche, heureuse et pleine de sens malgré une santé qui peut être impactée? Donc, on oscille tout au long de notre vie sur ce continuum, c'est normal. La souffrance, la difficulté, ça fait partie de la vie. Et on oscille tout au long de ce cadran, tout au long de notre vie. Donc, c'est important déjà de sortir de cet aspect un peu binaire. Est-ce que je suis en bonne ou en mauvaise santé mentale? Puisque de toute façon, nous oscillons toutes et tous sur ce continuum, parfois même plusieurs fois au cours d'une même journée. Je ne sais pas de quand datent vos expériences concrètes et directes avec des jeunes en séjour éducatif, mais ça peut se passer de loisirs, ça peut se passer super bien, on peut se lever, il peut y avoir une super journée, etc. Et puis là, vous avez votre animateur qui vous appelle en disant « Alors, il y a Mathias qui est un peu trop couru dans la pente, un peu trop en pente. » Et là, vous commencez de sentir que votre propre santé mentale peut être un petit peu perturbée et que, non pas que vous allez moins bien en termes de santé, mais par contre, en termes de ressenti, vous commencez d'être plus inquiète, et vous vous dites « Je vais me coucher encore un petit peu tard ce soir. » Et la réunion d'animatrice va être un petit peu tendue. Donc, c'est important de se redire qu'on oscille toutes et tous sur ce continent. Toutes et tous, y compris, du coup, quand on n'est pas en bonne santé mentale du point de vue de l'axe médical, y compris quand on souffre de troubles. Et ça, c'est aussi un élément très important parce que
je lutte parfois beaucoup à faire entendre, y compris dans le milieu de l'éducation populaire, que oui, c'est bien, c'est bon d'accueillir des jeunes qui vivent avec des troubles psychiques. D'ailleurs, en fait, on en accueille tout le temps, puisque quand on regarde le pourcentage de la population qui vit avec des troubles psychiques, plus de 25% de la population européenne, et bien forcément, en fait, on en a déjà dans nos séjours. Le seul problème, c'est quand les parents l'ont mis sur la fiche sanitaire, là, d'un seul coup, ça pose problème. Donc, c'est important de se redire aussi que notre rôle, c'est aussi d'agir là-dessus. Alors, justement, comment agir? On observe, pour moi, deux grands leviers majeurs, et ce depuis très longtemps. Le premier levier, c'est celui qu'on a le plus employé, le plus tiré, et c'est celui qui nous marque aussi le plus, mais qu'on a un peu oublié dans les questions de santé mentale, c'est celui de la prévention. La prévention, c'est agir de façon systématique pour informer, prendre en charge les troubles et, je rajoute, les violences, parce que je crois que ça fait partie de ce qu'on doit avoir toujours en toile de fond quand on est un acteur d'un système éducatif, les violences faites aux enfants, qui me tient énormément à cœur. Et donc, cette action de prévention, elle est très importante. C'est finalement ce que vous faites avec les premiers secours en santé mentale, en vous formant. Vous augmentez votre niveau d'information sur les troubles et vous êtes en capacité d'agir face à un jeune qui se sentirait en difficulté, qui traverserait une crise, etc. On en a réellement besoin. C'est extrêmement important, et particulièrement sur le plan de la santé mentale, puisque, comme je vous le disais, on connaît toutes et tous très bien les troubles somatiques, mais les troubles psychiques, pour le coup, on manque d'informations, et par manque d'informations, on sait ce qui se passe, c'est tout le temps la même chose, on se met à stigmatiser, à être excluant, etc. etc. Donc c'est aussi ça qu'on gagne à agir sur cette montée en compétence de l'information. Mais il ne faudrait pas que cet axe prenne le pas sur ce deuxième levier, qui est celui de développer les facteurs de promotion de la santé mentale positive. J'y reviendrai plus longuement, puisque c'est tout l'objet, justement, du développement des compétences psychosociales. Donc je vous remets quelques slides sur comment est-ce qu'on peut prévenir justement les difficultés dans cette dynamique de prévention, contribuer à la formation des différents acteurs et actrices pour permettre une augmentation des connaissances. Et au niveau sociétal, on sait qu'on a un impact systémique. Les éducateurs, éducatrices, les animateurs, animatrices de séjours de vacances, de colonies, de séjours éducatifs, etc., de séjours apprenants, ont un rôle clé en étant eux-mêmes formés, mais aussi dans le regard qu'ils portent sur chacun des jeunes accueillis. En sensibilisant directement les jeunes, et juste avant on parlait de ce futur module qui va arriver, je l'ai bien en tête, c'est le module ado, et c'est pour moi quand on aura atteint ce développement dans les premiers secours en santé mentale, on aura atteint notre cœur de cible. En fait, c'est pas tant les adultes, on sait que de toute façon, l'entraide par les pairs, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Et ce, depuis toujours. Y compris quand on est adulte. C'est quand on s'entraide qu'on a une action qui est la plus efficace possible. Et donc on doit aussi, pour moi, commencer d'intégrer dans nos séjours des temps où on peut parler, on peut ouvrir la parole sur justement ce qu'est la santé mentale, comment est-ce qu'on se sent. On puisse ouvrir des espaces de dialogue, non pas des espaces de dialogue qui aient pour but de mettre les animateurs et animatrices en difficulté, parce qu'on sait quand on ouvre cette porte, c'est pas si simple. Parce qu'il y a des choses hyper difficiles qui peuvent sortir. Et en même temps, on sait toute l'importance que ça peut avoir, parce que les séjours de loisirs sont des lieux privilégiés de la parole. C'est des lieux dans lesquels les enfants se sentent bien. Justement, nous aider à être prêts face à ces difficultés que la vie va de toute façon mettre sur notre route. C'est ce qui a amené les premiers grands travaux de développement sur le champ des compétences psychosociales qui ont été cherchés dans tout ce qui avait déjà été travaillé, les théories de la motivation,
les déterminants du bien-être, tout un tas d'éléments sur les conduites sociales, prosociales, etc. Tout le champ sur l'intelligence émotionnelle, mais on peut rassembler tout ça dans des compétences qui vont nous être utiles tout au long de notre vie. Alors vous voyez la différence entre ces deux images, c'est que déjà, on n'est pas tout seul. Et donc, parmi les compétences utiles, c'est déjà de savoir qu'il y a des personnes, ressources sur lesquelles je peux compter. Et je pense, en tout cas pour moi l'avoir vécu quand j'étais jeune, dans mes séjours éducatifs, pour l'avoir expérimenté en tant qu'animateur, en tant que directeur, je crois que nos éducateurs et éducatrices, animateurs et animatrices, sont des ressources pour les jeunes, en tout cas au moins sur un instant de temps. Donc il faut qu'ils puissent compter sur eux, sur elles. Il faut qu'ils puissent aussi compter sur les autres jeunes. J'ai bien aimé la création de liens dans les retours qu'on nous a présentés tout à l'heure. C'est autant de ressources qui sont ici développées. Et puis il y a toutes ces ressources aussi individuelles, personnelles. Et donc vous voyez dans les différences, ici nous sommes plusieurs, mais nous avons aussi un sac à dos. Dans ce sac à dos, nous accumulons depuis notre naissance des compétences qui nous sont utiles pour faire face aux difficultés que la vie va mettre sur notre chemin. Mais ce n'est pas parce que nous avons des compétences dans notre sac à dos que nous savons que nous avons des compétences dans notre sac à dos. Je ne sais pas vous, mais je me rappelle très bien partir en journée avec des jeunes et le pique-nique était censé être prévu par les parents. Et bien évidemment, au moment de sortir le pique-nique du sac, là, j'entends Jacques qui me dit « Alors moi, je n'ai pas de pique-nique !» Donc, en termes de compétences, heureusement, Jacques a su aller négocier avec ses copains, en termes de résolution de problèmes et techniques d'entraide et de coopération, de quoi récupérer un pique-nique. Nous, les adultes, on s'est débrouillés, on a réussi à faire face un peu à l'urgence et on réussit à fournir un pique-nique à Jacques. Et bien évidemment, c'est au moment de la pause goûter que Jacques fouille dans son sac. Alors en fait, maman, elle avait mis le pique-nique, mais pas dans la poche où je pensais. Donc ce n'est pas parce que j'ai ces compétences à disposition que je suis en capacité de les utiliser. Il faut que je sache que je les ai. Ça fait partie des premières grandes compétences qu'on verra ensemble, notamment la connaissance de soi, la conscience de soi, les capacités à s'auto-évaluer positivement, à savoir dire qui je suis, ce que j'ai, sur quoi est-ce que je peux compter. Ça va? Alors, une définition un tout petit peu plus académique. CPS, je vous propose de retenir cette définition de l'Organisation mondiale de la santé en 1993, qui nous dit qu'il s'agit de la capacité d'une personne à répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne. C'est l'aptitude d'une personne à maintenir un état de bien-être mental en adoptant un comportement approprié et positif à l'occasion des relations entretenues avec les autres, sa propre culture et son environnement. Donc dès 1993, on a cette notion de capacité de répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne. Et puis je vous en donne une définition un peu plus actualisée, une définition aussi plus française, qui est issue de la note interministérielle d'août 2022. Cette note interministérielle d'août 2022, elle nous engage, puisque c'est un programme interministériel. 8 ministères se sont engagés, dont le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministère de la santé et de la prévention. Alors, c'est tel que les ministères changeant à peu près toutes les semaines, vous m'excuserez de ne pas avoir réussi à tout retenir, mais le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de l'Agriculture, le ministère du Travail, le ministère de la Justice et le ministère de la Culture. Et dans ce travail coordonné, il vise à faire de la génération 2037 la première génération à grandir dans un environnement soutenant et permettant le développement des compétences psychosociales. Pourquoi 2037? Parce que en 2022, c'est l'âge où les premiers enfants qui rentrent à l'école à 3 ans finiront leur cursus scolaire à la fin du baccalauréat et donc auront passé 15 ans dans le système éducatif premier et second degré en France. Et donc, cette note interministérielle, je vous le disais, elle nous engage. Ce que dit Christophe Marcelier, j'ai relu rapidement son interview. En fait, on ne le sait pas,
mais nous sommes attendus au tournant sur le développement des compétences psychosociales parce qu'on croit que tous les acteurs, tous les adultes qui sont au contact des jeunes doivent soutenir justement le développement de ces compétences. Alors, comment est-ce que ça va marcher? Ça, si vous avez une boule de cristal, je prends. Pour l'instant, il est encore un peu en train de patauger, mais ça devrait arriver. D'ailleurs, dans l'éducation nationale, le développement des compétences psychosociales intègre le socle commun des connaissances fondamentales à partir de la rentrée 2025, au même titre que les maths, le français, l'histoire, etc. Donc, on va avoir des temps de développement de ces compétences. Dans nos programmes scolaires, c'était déjà dans les programmes scolaires depuis un petit moment, mais ce n'était pas dans le socle commun, et donc des connaissances fondamentales. Donc, c'était souvent un peu passé à la trappe. Là, pas de choix. Et donc, on forme déjà des professionnels sur le terrain, et on voit des trucs vraiment super et vraiment incroyables. Et si, comme moi, vous aviez perdu foi à un moment donné dans notre système éducatif d'éducation formelle, je vous assure que ça donne de l'énergie que de voir des enseignants, enseignantes, là notamment ce matin, faire vivre des choses super, très chouettes sur le développement de ces compétences. Je vous donnerai quelques exemples après. Alors, quand on parle de compétences psychosociales, c'est quoi exactement? Il s'agit de 3 grandes familles. Une famille de compétences cognitives, celles qui vont impliquer des processus, des activités mentales, choses qui se passent dans notre tête. Les compétences émotionnelles qui vont impliquer des processus affectifs. Et des compétences sociales qui vont impliquer des comportements, des façons d'agir. Alors, si vous pensez qu'il y a, dans ces grandes familles, au total, une dizaine de compétences psychosociales, 10, on va s'arrêter à 10, je vous propose de lever une main. Si vous pensez qu'il y en a entre 10 et 15, je vous propose de lever 2 mains. Entre 15 et 20, un pied. Plus de 20, débrouillé. En tout cas, à votre avis, combien est-ce qu'il y a de compétences psychosociales recensées à ce jour par Santé publique France? Qui pense 10, maximum 10. Ok? 2. 10 et 15? Ok. 15 et 20? Ok. Plus de 20? C'est assez bien réparti. Il y a 21 compétences psychosociales aujourd'hui. En 1993, lors de la définition par l'Organisation mondiale de la santé, il n'y en avait que 10, 5 paires. Mais ces 5 paires n'étaient pas suffisamment fines, pas suffisamment précises, notamment pour pouvoir conduire des travaux de recherche et voir l'impact qu'on pouvait avoir pour développer ces compétences. Je pense à une des compétences définies en 1993, par exemple, avoir une pensée créative. Si vous savez ce que ça veut dire et comment est-ce qu'on peut évaluer, après avoir mis en place des choses, ce que ça change d'avoir une pensée créative, vous m'appelez. En tout cas, nous, on n'a pas trouvé. En revanche, ces 21 compétences, elles sont aujourd'hui assez spécifiques et donc elles nous permettent à la fois de mettre en place des actions, mais aussi de pouvoir agir, évaluer l'efficacité de ce qu'on fait. Alors, je vous ai remis les visuels de Santé publique France. Une grande famille, la famille cognitive. Dans la famille cognitive, je demande 3 compétences dites générales et puis des compétences dites spécifiques. Et donc, c'est avec ces compétences spécifiques, vous aurez les 3 familles qu'on atteint 21. Juste pour vous redire, je ne vais pas toutes les décrire, mais globalement, je vous ai déjà parlé de cette compétence cognitive, avoir conscience de soi, notamment connaissance de soi, de ses forces, de ses limites, de ses buts, savoir ce qui compte en termes de valeur, savoir penser de façon critique, être en capacité d'identifier nos biais d'influence, nos jeux d'influence, etc. Avoir des capacités d'auto-évaluation positive et des capacités d'attention à soi, savoir notamment pouvoir focaliser son attention à l'intérieur pour se demander comment je veux aujourd'hui, est-ce que j'en suis de mes capacités, etc. Des capacités de maîtrise de soi avec la gestion des impulsions et la capacité à atteindre ses buts, et puis de prendre des décisions constructives, faire des choix responsables, résoudre des problèmes de façon
créative. Donc tout ça, c'est des processus très intellectuels qui se passent dans notre tête. Je ne prends que celle-ci parce qu'on pourrait y passer des heures et des heures pour toutes les développer, mais celle-ci particulièrement me semble être très importante dans nos séjours éducatifs. Développer ce qu'on appelle la conscience de soi, savoir dire qui je suis, c'est extrêmement important parce que c'est ça, je vous disais, qui va me permettre notamment de mobiliser plus facilement mes ressources. Dans nos séjours éducatifs, on est un lieu majeur de développement de cette compétence-là. Parce que d'un seul coup, on permet aux enfants de se découvrir autrement que par le prisme de leurs parents ou de leur bulletin de notes. Et donc on les met dans des situations d'expérimenter d'autres compétences, d'autres savoir-faire, où ils peuvent expérimenter des choses nouvelles, où ils peuvent aussi être eux-mêmes dans un cadre qui parfois ne les connaît pas. On sait toute l'importance de pouvoir partir en dehors de chez soi et donc du coup aussi se découvrir. Ça se fait naturellement par notre cadre, mais on a toujours un rôle à jouer, notamment dans la façon dont on construit nos activités, dont on construit l'accueil, dont on permet aux jeunes de faire connaissance entre eux, etc. Tout ça, c'est autant de choses qu'on peut faire pour développer déjà ces compétences. Deuxième grande famille, les compétences émotionnelles. Alors, première action, avoir conscience de ses émotions et de son stress, c'est-à-dire comprendre déjà ce que c'est que les émotions et le stress, et puis identifier ses émotions et son stress. À nouveau, comme sur les troubles psychiques, je ne sais pas parmi vous qui saurait me définir de façon suffisamment précise ce que sont les émotions, mais je ne vais pas vous demander de lever la main, mais j'ai bien peur d'avoir un résultat trop faible par rapport au niveau de connaissance qu'on est censé avoir, tellement les émotions sont un impact majeur dans notre vie. Les émotions, elles nous influencent tout le temps. Elles influencent nos capacités de réussite, elles nous freinent quand justement on se sent en danger, elles nous poussent à aller vers le haut ou au contraire à partir, elles facilitent ou pas les apprentissages. Les séjours éducatifs sont des lieux majeurs où on ressent des émotions intenses. Que ce soit des émotions agréables, de joie, de satisfaction, de découverte, de curiosité, mais aussi que ce soit des émotions désagréables. Parce que quand on part de chez ses parents pour la première fois, quand on dort, plutôt dans mon secteur de l'éducation populaire, sous tente pour la première fois, et ce pendant une semaine, et bien en fait, ça génère des émotions. Et donc, on a besoin de les prendre en compte, de savoir les identifier pour aussi pouvoir mieux les dire. Et on observe, je fais du lien avec la santé mentale, que quand je sais identifier ce qu'il y a à l'intérieur de moi et que je sais le verbaliser, et bien c'est là où je vais pouvoir faciliter l'action avant que je développe des troubles. Deuxième grande catégorie, réguler ses émotions, les exprimer de façon positive, gérer ses émotions, notamment les émotions difficiles. Comment est-ce qu'on peut permettre, donner des outils de régulation des émotions, apprendre des techniques simples de respiration, comme la cohérence cardiaque, permettre d'avoir des lieux où on peut dire ce qui va bien et notamment susciter l'expression d'émotions qui sont éducativement intéressantes, comme la gratitude. Combien dans les séjours, c'est important d'avoir des temps où on prend le temps de se remercier pour ce qui est fait. J'observe une différence majeure avec les éducateurs et éducatrices avec lesquels on implémente ces techniques de gratitude parce que beaucoup me disent, mais parfois en fait on se donne énormément. Alors en plus, quand même tout un concerne moins, mais pour le coup, moi j'aide beaucoup avec des bénévoles qui donnent énormément de leur temps et où les enfants sont plutôt dans des logiques parfois de consommation. Et donc d'un seul coup, ou en tout cas les éducateurs et éducatrices ont l'impression que les enfants sont dans une logique de consommation. Alors que quand on leur offre l'opportunité d'exprimer de la gratitude, c'est pourquoi est-ce qu'ils se sentent reconnaissants, d'un seul coup, c'est hyper valorisant pour eux, mais c'est aussi soudant pour le groupe. Parce qu'on va pouvoir verbaliser des choses qui n'avaient encore jamais été exprimées avant, comme je remercie un tel ou une telle parce que hier ça allait pas, j'avais un petit coup de blues, et en fait il est venu me voir et il m'a soutenu, il m'a dit que ça allait aller, que lui c'était pas son premier séjour, et qu'en fait
il pouvait prendre soin de moi aujourd'hui, etc., etc. Donc tout ça, c'est aussi des dynamiques de coopération. En classe, on observe que le simple fait de demander aux élèves pendant 15 jours pourquoi, enfin qui ou quoi est-ce qu'ils veulent remercier à la fin d'une journée, génère une augmentation de la qualité du climat de classe de 80%. 80%. C'est énorme. On n'avait jamais vu ça dans les recherches. On a même été revérifier nos stats tellement on était là. On s'est pas planté. Non, on a un véritable effet. Et on a aussi un effet qu'on n'avait pas prévu. C'est celui de la diminution des conduites antisociales et notamment des dégradations du matériel, puisque d'un seul coup, ce lieu, école, dans lequel j'exprime qu'en fait, je vis les choses agréables, et bien j'ai naturellement plus envie d'en prendre soin. Donc, ça c'est aussi intéressant hein, quand on fait des séjours liés à la nature, aux thématiques éducatives, à l'environnement, etc., de pouvoir aussi induire ces pratiques-là parce qu'on sait que, notamment, l'expression de la reconnaissance vis-à-vis de ce que nous offre la nature oriente aussi nos comportements pro-environnementaux. Et enfin, la régulation du stress est en capacité de faire face aux situations d'adversité. On va retrouver des choses assez similaires qui en découlent. Et enfin, notre dernière grande famille, les compétences sociales, avec notamment toutes les compétences de communication, hein, qui passent d'abord par une écoute empathique, une communication efficace avec de la valorisation, des formulations claires, développer des relations constructives, comment est-ce qu'on peut nourrir la qualité des relations, des amitiés, développer des attitudes prosociales, et puis savoir demander de l'aide, mais aussi savoir dire non. On observe que les compétences psychosociales, c'est le levier majeur aujourd'hui, c'est le levier le plus important sur la réduction des conduites à risque à l'adolescence. Les programmes probants de développement des compétences psychosociales à l'échelle de l'Union européenne sont les programmes qui donnent le plus de résultats dans la réduction des conduites à risque. Pourquoi? Parce que quand d'un seul coup, vous savez qui vous êtes en termes de valeurs, vous affirmez des choses qui vous plaisent et ce qui ne vous plaît pas, et que vous savez dire non sans vous sentir en défaut vis-à-vis d'un groupe social, eh bien, c'est toutes les compétences dont on a besoin pour refuser une première cigarette, une première consommation de substance, une première conduite à risque. Donc, c'est intéressant de se dire que toutes ces thématiques aussi auxquelles on est largement confronté hein, dans les séjours éducatifs, qui sont aussi des lieux d'expérimentation, eh bien, on peut aussi nous contribuer dans cet axe de prévention des conduites à risque à l'adolescence. Alors, comment est-ce qu'on peut développer ces compétences psychosociales? Les travaux de Santé publique France nous montrent qu'il y a 3 leviers d'action. Le premier, c'est déjà l'apprentissage formel, explicite et expérientiel. Prendre du temps pour se demander ce que c'est que les émotions, par exemple, prendre du temps pour augmenter notre vocabulaire émotionnel. Je ne sais pas vous, mais est-ce qu'on peut faire un petit pop-up, comme un petit popcorn, de nom d'émotion agréable? Qui veut bien me donner une émotion agréable? La joie. Un autre. Une autre. Eh bien, si vous êtes court jusque-là, la joie. Ouais, alors la gaieté, on pourrait se dire. La sérénité. La sérénité, merci. L'estime de soi. Alors, c'est pas tant une émotion plutôt qu'un concept, mais j'y reviendrai un petit peu après. C'est un plénitude peut-être. Oui, en tout cas, c'est un oui, on pourrait le dire comme ça, ouais. La fierté. Alors, l'empathie, c'est une compétence relationnelle. La fierté, ouais. La gratitude. En tout cas, vous voyez que on est assez vite à court sur les émotions agréables. Si je vous avais demandé de me faire un petit pop-up des émotions désagréables, j'en aurais probablement eu un bon paquet. Donc, ça s'apprend formellement. Je pense notamment aux séjours éducatifs, aux séjours linguistiques,
Le but, c'est pas de révolutionner ce qu'on fait déjà, c'est simplement de se dire, plutôt que de se demander, excusez-moi, du poncif, where is Brian? En plus, mon anglais est dégueulasse, mais c'est de se demander, ben, finalement, qu'est-ce que je ressens? Comment est-ce que je peux communiquer une émotion? C'est bien plus intéressant. D'une, j'apprends l'anglais, mais en plus, j'apprends des choses utiles pour ma vie. Je nourris mon sac à dos et je mets des choses dedans. On se dit bonjour le matin. Quand on prend du temps en fin de journée pour se demander comment s'est passée cette journée. Quand on fait des jeux, quand on mange, quand on est à table, quand on rend service en aidant au service, etc., au débarrassage, parfois à la vaisselle, et bien en fait tout ça, c'est autant de temps où on peut développer des compétences. On peut créer plein de jeux, tous nos jeux de connaissances, tous nos brise-glaces, etc., peuvent développer notamment la connaissance de soi. On fait des portraits chinois, quand on nourrit les qualités de coopération, quand on fait des jeux coopératifs, tout ça, ça nourrit les compétences psychosociales. Et enfin, le troisième levier, qui est pour moi peut-être le plus important, c'est celui d'être au contact d'adultes qui incarnent les compétences psychosociales. Je vais prendre d'abord avec les profs. Repensez aux matières qui vous ont marqué plutôt en bien. La psychologie. Non, la philo. La philo. Non, bien. C'est probablement parce que vous avez derrière un ou une enseignante qui en fait incarnait ces compétences psychosociales. Particulièrement si vous avez pris plaisir dans une matière que vous n'aimiez pas ou pour laquelle vous n'étiez pas naturellement peut-être faite. En tout cas, c'est intéressant de se dire que ces compétences, quand je suis face à un adulte qui les incarne en face de moi, en fait, je les développe par pur mimétisme. Et donc, quand j'ai un adulte qui écoute, plutôt que d'élever la voix, je vais naturellement tendance, moi aussi, à avoir à écouter. Le témoignage, je vous livre, au final, je vous livre des témoignages de ce matin, un prof qui me dit, mais en fait, j'ai compris en sortant de l'INSPE, l'Institut de formation des profs, on m'avait jamais appris tout ça. Et donc, dans mes premiers cours, en tout cas mes premières années, mon réflexe pour obtenir le calme, c'est d'être prié, d'élever la voix. Jusqu'à un jour, un élève me dit mais monsieur, vous savez, hein, vous criez autant que vous voulez, mais chez nous, ça crie tout le temps, de toute façon. En fait, ça ne change rien. Et là, je me suis dit ok, comment est-ce que je peux faire? Et donc, j'ai cherché à développer plutôt mon calme. Et je me rends compte que depuis que je me mets à parler calmement à mes élèves, que je ralentis le rythme plutôt que d'accélérer. En fait, c'est là où j'obtiens leur attention. Une autre prof qui me disait, moi j'ai compris que c'est en acceptant mes erreurs qu'en fait, je gagnais la confiance de mes élèves. Et elle me cite, il y a 15 jours, prof de maths aussi, j'ai fait une progression pédagogique un peu foireuse. Ils avaient plutôt bien compris, ils réussissaient plutôt bien, puis d'un seul coup, sur une séquence, tout le monde rate. Ça m'a passablement énervé, je me suis dit qu'ils en avaient rien à foutre, etc. Et puis, en rentrant chez moi, j'ai repris ma séquence, et là je me suis rendu compte qu'il y avait une notion clé que j'avais probablement mal explicitée, ou en tout cas sur laquelle je n'avais pas passé assez de temps. Et donc la séquence d'après, elle me dit ça m'était encore jamais arrivé, mais ça m'a demandé énormément de courage de revenir vers mes élèves, après plus, tout coin, voilà, en plus en mathématiques, de leur dire je vous demande pardon. Parce qu'en fait, j'ai été trop vite. Et ça n'est pas vous qui n'avez pas réussi, c'est moi qui n'ai pas suffisamment pris le temps d'expliciter les choses. Donc on reprend, parce que je suis sûr que vous pouvez réussir, vous l'aviez fait avant. Et elle me dit, j'ai appréhendé un peu la réaction de mes élèves, et première main qui se lève, merci madame. Vous ne pouvez pas savoir le bien que ça nous fait. Parce qu'en fait, on dit tout le temps qu'on est nul, mais vous êtes la première à pas nous dire ça. Et si vous vous trompez, nous aussi, en fait, on va dire qu'on a le droit. Et elle me dit, mais alors, vous avez tout. Donc, être au contact d'adultes qui incarnent ces CPS. Alors, on peut les incarner par nos gestes et postures professionnelles. Et nos gestes et postures, c'est quelque chose qu'on ne travaille pas toujours. On les travaille un peu plus quand on est prof, enseignant, mais on ne les travaille pas toujours quand on est éducateur, éducatrice, animateur, animatrice. Mais dans la façon dont on dit bonjour aux enfants le matin, dans la façon dont on les accueille pour la première fois, dans la façon dont on les récupère, j'en sais rien, sur le quai d'une gare. Tout ça, c'est des gestes
professionnel qu'on peut travailler. Parce que quand je dis bonjour en coup de vent, en train de gérer ma liste, de est-ce que tout le monde est là, est-ce que tout le monde est bien monté, est-ce que la liste de machine est bien au bon endroit, etc., ben en fait, je ne renvoie pas cette capacité d'accueil de là, tu es en train de vivre quelque chose de difficile et je suis là pour toi. Alors, bien sûr que j'ai plein d'exemples en tête d'éducateurs et d'éducatrices qui le font, mais on sait qu'on peut être vite pris par ça et que ça s'apprend. C'est plutôt d'ailleurs des gens qui ont de l'expérience, un peu de bouteille, et qui savent se délester des aspects souvent administratifs de début de séjour pour être pleinement disponibles. Et donc ça veut dire qu'on a cette attention à avoir dans nos gestes et postures. Parce qu'avec un simple bonjour, avec un simple regard, on peut dire autant de choses différentes. J'espère vraiment que vous avez passé une bonne journée. Ou j'espère que cette journée vous a plu, qu'elle vous aura apporté plein de choses. Et je dis des choses complètement différentes. En cultivant une attitude réflexive, individuelle et en équipe. Comment est-ce qu'on prend du temps dans nos journées pour se demander comment est-ce que nous sommes dans nos postures éducatives? Pour avoir vécu un grand nombre de réunions d'animation le soir, c'est très souvent centré sur quelle est la journée du lendemain, comment est-ce qu'on se répartit les tâches, etc. On prend peu le temps de revenir sur comment est-ce qu'on a vécu la journée, comment est-ce qu'on l'a animé, ce qu'ont vécu les jeunes, comment est-ce qu'on aurait pu faire différemment, comment est-ce qu'on fera demain. Donc tout ça, c'est important, cette notion de culture réflexive. Et enfin, en développant une attitude qui soutient les 3 besoins psychologiques fondamentaux des élèves, des jeunes. Ces 3 besoins psychologiques fondamentaux, vous avez vu que j'ai fait pour 3 par 3 à chaque fois, c'est les grands travaux de Dessier et Rayal, ces grands pionniers de la motivation, qui nous disent que pour qu'on agisse de façon naturelle, nous sommes comme des plantes qui avons besoin d'eau, d'une bonne terre et de soleil. Nous avons besoin que l'on soutienne notre sentiment de compétence. Soutenir le sentiment de compétence, c'est quand on va mettre les jeunes en situation de réussite. Dans les jeux, dans les activités, dans la vie quotidienne. Plein de situations, on peut mettre les jeunes en situation de réussite. Et on va leur faire des feedbacks réguliers. On va verbaliser leurs forces, leurs traits de caractère qui sont satisfaisants. Tout ce qu'ils font qui est eux et qui est plaisant. Soutenir le sentiment d'autonomie, donner des choix, offrir des choix, permettre de sentir un sentiment de responsabilité, inviter à s'auto-évaluer, valoriser la prise d'initiative. Tous nos séjours éducatifs, ils visent ça. Et je repensais à une initiative super que vous avez à Linozelle, ce conseil des jeunes. Mais quand vous avez dit conseil des jeunes, moi je l'avais entendu. Conseil des jeunes, des enfants. Je vous invite à vous demander, est-ce qu'on ne pourrait pas, alors je sais que c'est difficile parce que vous n'avez pas des jeunes réguliers, etc. Mais comment est-ce qu'on peut valoriser aussi dans nos organismes la voix des jeunes? On sait l'importance que ça a et on a beaucoup d'initiatives invitées par le CESE notamment à avoir des conseils nationaux de jeunes, des conseils de jeunes locaux et nationaux qui disent ce qu'ils pensent, comment est-ce qu'ils veulent faire les choses demain et leur voix est importante. Et enfin, nourrir ce sentiment de proximité sociale. Tout ça, pour le coup, je ne vous l'apprends pas dans le séjour. C'est quand même plutôt un truc qu'on a largement l'habitude de développer. Alors, je voulais vous présenter quelques outils très concrets en partenariat avec Scolavi, qui est l'association pour laquelle je travaille, et donc on est investi dans la formation des professionnels de l'éducation nationale. Alors, mes outils sont du coup ceux qui sont des profs, mais alors pour les séjours linguistiques et éducatifs, en fait, ça marche super bien, et c'est autant d'idées que vous pouvez utiliser. Tous nos outils sont accessibles gratuitement sur le site de Scolavi. Vous pouvez les télécharger. Et on a des parcours de e-learning aussi accessibles intégralement gratuitement sur le développement des compétences psychosociales. Alors, nos exemples sont plutôt ceux du cadre scolaire, parce que c'est notre cœur du site, mais on travaille aussi avec des organismes d'éducation populaire et je suis assez convaincu qu'on peut développer plein de choses. Donc, un jeu de loi, par exemple, alors je vous ai mis la version adulte, puisque tous nos outils sont accessibles de la maternelle au primaire, et puis collège, lycée et souvent adulte dans la classe.
mais un jeu où, plutôt que de jouer, on peut réfléchir à quelles sont nos ressources, notamment dans cette notion de conscience de soi. Donc, je raconte une de mes réussites, je partage un souvenir agréable, je nomme des personnes qui m'aident ou qui m'inspirent. Je monte plutôt sur un but à nouveau, hein, mais c'est adapté à chaque âge. Et je repense du coup au séjour linguistique, par exemple. C'est autant d'outils qu'on peut recréer avec les jeunes en langue du séjour et auquel on peut faire jouer et vivre dans cette langue. Et là, on voit que ça développe des compétences psychosociales. J'ai animé des imaginaires sur les chevaliers en parlant du blason, cette espèce de carte d'identité, hein, qu'est le blason, qui parle de mes hauts faits, de mes réussites, de ce qu'on aime, etc. Eh bien, on avait chacun construit nos blasons, mais pas des blasons héraldiques, des blasons qui nous représentent nous, qui nous permettent de dire ce que j'aime, ce que je sais faire, ce que je suis, ce que j'ai, ce sur quoi je peux compter. C'est autant de choses qu'on peut développer, qu'on peut cultiver pour aller nourrir à nouveau ces compétences. Un outil d'assertivité qui reprend le message clair, hein, donc cette idée de pouvoir nommer ses besoins, inspiré de la communication assertive et du non-violente, hein, de se dire j'annonce que je veux faire un message clair, je veux te faire un message clair, j'énonce les faits. Quand tout à l'heure, en jouant, tu n'as pas voulu me prendre dans ton équipe, je me suis senti rejeté, et donc avec les plus grands, je peux nommer mon besoin. J'aimerais qu'on puisse passer du temps ensemble parce que mon amitié compte, par exemple, et donc je m'assure que l'autre a bien compris. Si l'autre n'a pas compris, alors seulement on peut aller chercher un adulte. Mais le but est de permettre la résolution des conflits de façon autonome. Des jeux de cartes de cette famille sur les émotions, par exemple, etc. Bref, plein d'outils que vous pourrez retrouver sur notre site. Pour cette fin de conférence, je suis désolé, on a démarré un tout petit peu tard dans les discussions intéressantes avant. Je vous propose de réfléchir à un pétale qui pourrait faire grandir la fleur de votre posture de responsable d'organisme de séjour, de responsable de formation, de responsable pédagogique. Je ne sais pas bien exactement quels sont tous vos métiers représentés dans la salle, peut-être le directeur ou directrice, peut-être l'animateur et l'animatrice. Pour quelles raisons les enfants et les jeunes ont de la chance de vous avoir, vous, et pas quelqu'un d'autre? Donc, prenez simplement quelques secondes pour réfléchir à cette question. Et ma deuxième question, c'est avec quoi est-ce que vous repartez ici de ce plan de conférence, de cette journée? Quelle différence ça pourra faire pour vous demain? Autant de moyens. C'est une question de développer aussi une pensée créative et pour atteindre nos objectifs. Voilà. Merci. Je donnerai ma présentation à Elsie si vous voulez, et puis je vous ai mis les liens cliquables avec les ressources de Santé publique France. J'ai remis des éléments du psychologue, notamment Cosmos Mental, qui est aussi un très bon moyen d'avoir un atelier pour développer avec les jeunes. La note interministérielle, pour cela fallait, mais ça c'est quand on est plutôt en charge des programmes éducatifs. Et puis il y a plein d'ouvrages aussi. Oui, alors j'ai volontairement pas fait de l'autopromo, mais oui, c'est possible. Oui, le cartable CPS. Oui, je peux lire un truc qui est très bien, qui est super, ouais. Cartable CPS des pays d'Avoir.
Les kits empathie sur EduSchool, alors, dont les exemples à nouveau sont liés au cadre scolaire, mais qui sont incroyables en termes de qualité. Chercher des outils pour développer l'écoute empathique, la prise de conscience de l'autre, etc. Ils sont largement sous-utilisés par les profs parce que ce mot empathie a été un peu un mot valise des choix politiques, notamment sur la période Attal, qui était un peu difficile à vivre pour les profs, mais en fait, ils sont hyper bien faits, ils ont été faits vraiment par des chercheurs et des professionnels compétents. Donc c'est autant de ressources aussi pour nous, hein. Je l'utilise aussi beaucoup dans mes directions de formation, donc les AFD notamment. Je sais que c'est l'heure, hein, c'est dit qu'après c'était donc il y a quelques questions, si jamais il y a des questions qui vous viennent. Merci. Au début, il y a un truc qui m'a interpellé, vous avez parlé de des échanges, des espaces d'échange pendant les séjours, sur justement ces politiques, etc. Moi, ma réaction comme ça à chaud, c'est de me dire waouh, surtout pas, parce que potentiellement, vous l'avez dit d'ailleurs, ça va faire remonter des questions. Les animateurs, si ça fait eux-mêmes, ne sont pas forcément dans une position de leadership incroyable non plus, puisque comme vous l'avez dit, on discute, il y a pas de soumis. Donc comment concrètement ça, vous recommandez de le faire et comment on peut faire? Ouais. Alors vous avez par exemple le kit du Psychom, hein, qui est très bien fait, qui s'appelle Cosmos Mental, qui permet vraiment de parler de ce qu'est la santé mentale avec les jeunes de façon assez cadré, normé, on a des exemples. Mais c'est important de se dire, en fait, ce sont des discussions qu'ils ont déjà entre eux. La seule chose, c'est qu'ils ne les ont pas avec un adulte. Et donc, à nouveau, le but, c'est pas de mettre des jeunes animateurs, animatrices en difficulté, hein, mais c'est de se dire, quand on a un peu des équipes parfois un peu aguerries, en fait, il vaut mieux avoir ces discussions dans un cadre ou en tout cas régulé, normé. On peut trouver aussi des sources d'informations plutôt que d'avoir ces discussions de dortoir où de toute façon, en fait, ça pop et ça pop de plus en plus parce que quand on regarde les réseaux d'information et donc les médias type Brut, Combini, etc. Alors, je parle plutôt les lycéens, mais de plus en plus aussi les collégiens. Quand on regarde les influenceurs, influenceuses, hein, on parle de plus en plus aussi de santé mentale. Et donc, en fait, c'est des discussions qui arrivent de toute façon. Je pense avec des informations parfois complexes, hein, et je pense notamment, par exemple, à des troubles extrêmement rares comme le TDI, le trouble dissociatif de l'identité, qui est très souvent le trouble qu'on confond avec les troubles schizophréniques, hein, cette notion d'avoir une personnalité multiple. J'observe de façon très inquiétante des influenceurs, surtout des influenceuses, qui racontent vivre avec un TDI pour avoir moi rencontré dans ma pratique, parce que j'ai travaillé sur la question de violence sexuelle faite aux enfants, rencontrer des TDI, ça n'est pas des gens qui sont en capacité, en tout cas ceux que j'ai rencontrés, de s'exposer comme ça sur les réseaux sociaux. En tout cas, pas à l'âge qu'ils ont. Après un parcours de rétablissement, oui, pourquoi pas, mais donc du coup ça me pose question, et ce sentiment qu'on observe de plus en plus. Donc c'est aussi intéressant de pouvoir se dire comment est-ce qu'on peut justement informer, et surtout, de toute façon, notre réflexe, ça doit toujours être de se dire, si là, ce que tu me décris, ça fait appel à des signaux d'alerte, eh bien, mon réflexe, ça doit être de t'envoyer voir un professionnel de santé ou d'informer tes parents. Je reprends, je termine juste là-dessus, puis je vous donne la parole. Je me dis, on a plein de signaux hein, en termes de santé physique. Un jeune qui nous dirait que il a mal au crâne, qu'il se sent chaud, qu'il se sent nauséeux, voire qu'il y a des signes extérieurs comme des vomissements, bah, en fait, immédiatement, on ne réfléchit pas. On se dit, là, il y a un truc qui ne va pas, il faut que je le prenne en compte. On devrait pouvoir, et ça c'est plutôt la partie prévention, générer les mêmes mécanismes d'alerte, de se dire, là, ce que tu me dis, ça n'est pas normal, et donc, il va falloir le prendre en compte. Je sais que ça ne sera pas demain, mais j'ai envie qu'on tende vers une société comme ça. Ouais,
J'avais une question. Vous étiez en train justement d'évoquer les influenceurs, influenceuses là-dessus. J'ai vu quelques vidéos assez dingues de ces influenceurs qui disent, ben voilà, si, il faut un style, si t'es comme ça, forcément tu as cette catégorie et donc t'es là-dedans. Et on parle d'influenceurs, influenceuses qui ont 18-20 ans. On sait aussi, on avait eu une intervention avec les conservatoires de la santé mentale qui disait que bah, le cerveau aussi se constitue jusqu'à l'âge de 25 ans. Oui. Et on est avec des animateurs qui ont, vous dites maintenant 16 ans dans l'objectif de ce qui a été lancé maintenant. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Parce que bah, nous, encore une fois, on vient de mettre des outils à disposition pour essayer d'éclairer les esprits et puis de nous former, mais on n'est pas encore, on n'est pas formateur en plus. On n'est pas formateur, donc qu'est-ce que vous pouvez un petit peu avoir comme... Je reprends dans les compétences psychosociales, dans les compétences cognitives, savoir penser de façon critique. C'est un enjeu majeur hein, aujourd'hui. Vous ouvrez les médias, c'est un enjeu majeur. Et donc, on va avoir aussi à penser, dans les grands chantiers qui vont nous attendre, cette notion de comment est-ce qu'on forme à l'esprit critique, à détecter les biais, à détecter les fausses informations. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on puisse prendre en compte hein, de façon importante, et donc y compris pour nos animateurs et animatrices. De toute façon, ça me fait dire, je ne l'ai pas dit, mais les compétences psychosociales, c'est pour tout le monde, tout au long de la vie. Et donc, bien évidemment qu'on cible nos bénéficiaires majeurs, les enfants et les jeunes, mais en fait, on cible toutes les équipes éducatives, et aussi toutes les équipes dirigeantes, et en fait, ce tout au long de notre vie, puisqu'on continue d'évoluer sur ce chemin des CPS. Mais je suis d'accord, hein, c'est une vraie difficulté, et quand on commence de mêler fausses informations et santé, on voit tous les dégâts que ça fait. Et c'est d'ailleurs ce qui... j'ai une très bonne collègue qui travaille à la Mifilude et qui est sur ces questions, c'est ce qui leur prend le plus de temps. Leur plus gros dossier aujourd'hui, c'est les fausses informations en termes de santé et de santé mentale à destination des jeunes sur les réseaux sociaux. C'est leur cœur de cible majeur. Leur deuxième cœur de cible, plutôt côté adulte, c'est les praticiens de fausse médecine. Donc, enfin, vous voyez, c'est... Voilà. Mais pourquoi est-ce qu'on en arrive là? Aussi parce qu'en fait, on n'a pas les clés, on n'a pas les ressources suffisantes pour faire face à ces épreuves de la vie. Parce qu'on est dans des situations où on est de plus en plus isolé, où on a des étudiants qui, je pense aux étudiants Covid hein, par exemple, ont vécu leurs premières années d'études sans tout le soutien et le tissu étudiant de façon très importante. Et ces jeunes qui ont vécu le Covid, c'est ceux qu'on retrouve aujourd'hui dans nos séjours en tant qu'animateur, animatrice. Alors, presque en train de dépasser cette blague, mais en tout cas, c'est intéressant de se dire que c'est des jeunes qui ont été particulièrement marqués sur les chiffres du Covid. On a des chiffres variables, mais ceux qui ne bougent jamais en termes d'impact, c'est vraiment les 18 ans qui ont vécu leur première année d'études dans ces périodes de confinement parce qu'ils n'ont pas eu tout le soutien qu'on était censé avoir du BDE, des profs, de l'administration, les premières sorties, les premières expériences, etc. Et donc, celles et ceux qui ont eu la chance de rester chez leurs parents dans le cadre un peu sécurisé, ça va. Mais ceux qui ont été propulsés dans une ville extérieure, coincés dans une chambre étudiante de 18 mètres carrés, voire un peu moins, bah franchement, on comprend que c'est des impacts aujourd'hui durables en termes de santé mentale. Je peux rebondir peut-être sur le TikTok, je vois c'est pas fait sur TikTok, c'est partout. Il y a deux choses sur lesquelles aussi on travaille ça avec les jeunes. Déjà, il y a le côté où, là, je ne personne de moins de 18 ans ici, c'est qu'en fait, il y a des fois un petit décalage et que eux vivent avec ça, eux savent des fois même nous vivre avec ça, même s'il y a beaucoup de risques, même s'il y a beaucoup de problèmes, ça je suis bien d'accord. Mais ils savent aussi pas forcément faire la part des choses, mais ils ont une multitude de choses à voir. Et peut-être qu'on peut, un petit conseil, parce que j'ai pu faire un petit peu avec des plus jeunes que je connais, pas aussi jeunes, c'est orienter vers les bons influenceurs qui sont bankable, mais qui font de la bonne information sur la santé mentale. Et ça existe. Ouais. Et il faut... Et je pensais en termes de développement du pouvoir d'agir et de l'autodétermination. Hein, je pense à cette théorie du sentiment de compétence, d'autonomie et de proximité sociale. Je pense à une association dont je suis aujourd'hui proche, qui est la Maison Perchée, par exemple, qui est une association de promotion de la santé mentale et d'accueil, conçue par des jeunes
concernés par des troubles de santé mentale pour des jeunes concernés par des troubles de santé mentale. Et franchement, quand on voit ce qu'ils ont réalisé, à savoir avoir un café associatif très beau, très chouette, certes petit, mais quand même existant, en plein cœur de Paris, on voit le coût que ça peut avoir quand on a des jeunes qui sont touchés par un trouble psychotique, par des troubles borderline, par des troubles bipolaires, qui montent ça, bah franchement, on se dit que oui, en fait, on peut avancer et qu'on a besoin de faire avancer même la société de façon importante dans cette dynamique de rétablissement. Moi, j'ai découvert parce que j'ai rencontré Anna, leur première psychologue, dans ma formation de formateur au premier secours en santé mentale. Donc, en plus, ça fait Autour d'organisateurs qui nous disent, dans la fiche document sanitaire, il y a telle pathologie, que certains parents ne disent pas. Comment gérer ça? Est-ce que, comment dire oui ou non, et comment gérer quand on l'apprend épineuse, très difficile. Est-ce que c'est bien de dire aussi que je peux persuader que pourquoi c'est stigmatisé? Ben, en fait, ça dépend, j'ai envie de dire, de l'éducatif. Aujourd'hui, quand je travaille avec des équipes qui sont sensibilisées, je me dis, je préfère toujours savoir. Parce qu'au moins, je sais que mon regard, il est, je l'espère, un peu moins biaisé que peut-être le grand public. Et donc, je suis aussi plus sensible, plus immédiatement attentif. Et donc, mes capacités d'écoute, d'empathie, je les développe aussi différemment quand en fait, je sais que cet enfant, j'ai besoin de l'accueillir différemment. Ou en tout cas, d'avoir un regard attentif. Je trouve toujours effectivement plutôt difficile de découvrir sur le séjour des troubles ou des situations très dégradées. Parce qu'en fait, on est un peu démunis, on ne sait pas trop comment est-ce qu'on peut faire aussi, comment ne pas renvoyer à la famille un sentiment d'échec, comment ne pas renvoyer aux jeunes un sentiment d'échec. Donc, je me dis finalement, je préfère que ça s'anticipe. Et pour le coup, moi, j'ai toujours plutôt été dans des associations ou des organismes qui faisaient le choix de verbaliser auprès de l'ensemble des jeunes que dans le séjour, sans nommer forcément, mais nous accueillons des jeunes qui vivent des situations particulières, que ce soit des situations de handicap physique, de pathologie somatique importante, donc qui nécessitent des adaptations, ou des troubles psychiques. Et donc, du coup, on va avoir un regard bienveillant. Donc, ça démarre par ça. Le séjour démarre par, justement, comment est-ce que je peux accueillir l'autre dans ce qu'il est et dans ses difficultés. Et donc, je crois qu'un de mes séjours les plus incroyables, c'est un séjour au ski avec Blaise. Blaise qui souffrait à la fois de troubles de l'anxiété majeure et d'une forme du spectre autistique. Un séjour au ski. Et ben, je peux vous assurer que j'ai vu de la coopération comme je n'en avais jamais vu entre des enfants et Blaise pour l'aider à s'habiller dans sa chambre, pour l'aider à mettre ses chaussures, pour faire les pistes de ski, etc. À tel point que le moniteur de ski, c'est pas moi qui avais été le voir, le moniteur de l'ESF, je vais le voir à la fin de l'après-midi, et je lui dis, bah alors, comme ça s'est passé avec le groupe, Blaise, qui avait 10 ans, passé son ourson, 11 ans même peut-être, passé son ourson, et son flot, je ne sais plus. Et donc il me dit, bah, franchement, le groupe est super, ils s'entendent tous plutôt bien et tout ça. Il y en a juste un, il est anglais, non? Parce que j'ai essayé de lui donner la consigne, mais je le vois, il remonte sur le pire-fesse, il descend, il remonte sur le pirefesse, il descend. Et puis les autres, ils m'ont dit, non, c'est pas grave, c'est Blaise. Et donc du coup, je me suis dit, peut-être qu'il faut qu'on demande à un moniteur, moi je parle pas anglais, peut-être qu'il faut qu'on demande à un moniteur qui parle anglais. Non, c'est bon, il était content? Oui, il avait l'air. Très bien, parfait. Et il a eu son flocon, et on était très heureux. Mais ça a été permis aussi parce qu'en fait, j'avais l'information en avant, parce que du coup, j'ai aussi constitué mon équipe dans ce regard-là, pas forcément avec des profils particuliers, mais simplement avec cette attention. Et puis, en fait, on s'était préparé à comment est-ce qu'on pouvait, si jamais ça posait problème, reposer un cadre, recréer de la discussion. C'est aussi ça, hein, finalement, ouvrir ces espaces d'acceptation de la différence et de se redire que, en fait, au sein de la société, on a besoin d'accepter toutes et tous, y compris justement sur les questions de troubles psychiques, qui sont encore largement stigmatisées. Alors, Pas de après, magique.
pardon, parce que Ouais. il y a aussi la sensibilisation, mais on a aussi des dossiers où on découvre des enfants avec des pathologies de schizophrénie notamment, avec des équipes qui ne sont pas professionnelles là-dedans, qui essayent d'assumer autant qu'elles le peuvent, avec des outils et des discours qui leur font perdre pied à un moment donné, qui fait que on peut y mettre toute la bonne volonté, plus la mise en danger de déséquiper les enfants annexes, de devoir renvoyer l'enfant à un moment donné. Alors on est dans du temps d'échec, mine de rien, dans la démarche éducative. Mais voilà, je dis quand même que nos équipes ne sont pas spécialisées. Bien sûr. C'est sûr. Et donc, enfin, je me dis, je n'ai pas de clé d'action là aujourd'hui. Par contre, vraiment, c'est comment est-ce qu'en changeant la modalité sociétale de demain, en fait, on va pouvoir justement offrir des espaces d'accueil qui soient du coup construits pour ces jeunes à forte particularité, pour assurer la supervision et la formation d'une association de l'ASE, de l'aide sociale à l'enfance. Autant vous dire qu'on ne fait pas toujours le diagnostic, mais globalement, on a des équivalents de troubles psychotiques assez forts. Mais du coup, et on part en séjour, on part l'été, etc. Et c'est chouette. Mais on a des équipes qui, du coup, sont prêtes à ça. Et donc, on met à nouveau, en termes de sentiment de compétence, le jeune dans une situation aussi de réussite. Et donc, moi, je me dis, si ces jeunes, ils partent dans nos séjours et que les parents ne veulent pas nous en informer, c'est très souvent parce qu'en fait, ils ont très peur de la réponse qu'on va leur donner, et donc du coup de ne trouver personne qui va être en capacité d'accueillir leur enfant. Donc à nouveau, il n'y a pas de réponse aujourd'hui, demain, mais par contre, je veux croire que plus on va prendre en compte ces troubles, plus on va aussi être sensibilisé, plus on va pouvoir donner des réponses à ces jeunes. Et ça, on l'a vu sur le champ du handicap physique. Pendant longtemps, en fait, on avait des enfants qui ne partaient pas en séjour ou qui partaient en sanatorium. C'est les premières, l'éducation populaire et de plein air, vraiment les prémices, c'est aussi cette éducation spécialisée pour des jeunes qui ne peuvent pas partir en vacances et aussi pour des raisons somatiques, et donc on envoie en sanatorium. Dans des lieux, dans des espaces clos, fermés, entre eux, etc. Et de plus en plus, aujourd'hui, on se dote de moyens d'accueillir des enfants en situation de handicap physique, avec des pathologies complexes, du diabète, avec ou alors en créant des espaces mixtes portés par des professionnels. Je pense à des enfants qui souffriraient de cardiomyopathie, par exemple, qui ont des besoins très particuliers. Et ben en fait, aujourd'hui, systématiquement, les associations qui portent ces séjours très spécifiques, en fait, intègrent des enfants qui ne portent pas ces troubles-là ou ces pathologies. Parce qu'en fait, c'est aussi comme ça qu'on fait changer le regard, en passant du temps ensemble. Ouais, mais là où j'insiste véritablement, c'est que nous, notamment chez nous, on a énormément d'enfants d'ASE, de familles. Justement, ça fait partie de notre projet éducatif. Mais je m'adresse aux instances vraiment de formation pour le coup, parce que oui, là, nous, on apprend ce qu'il faut. On a même des supports, on est au courant en amont, on échange avec les personnes en question sur l'attitude de l'enfant pour voir sa façon de fonctionner. On met en place une tierce au besoin. Il y a vraiment des moyens qui sont mis à disposition. Mais on n'a pas le. Et ça reste fragile, ça reste vraiment fragile. Et on peut faire ce qu'il faut sur le terrain pour apporter l'intégration, apporter l'écoute et apporter la bienveillance. Mais quand les personnes sont en mode là, je me sens même moi-même en danger, comment je fais pour gérer le jeune, quoi? C'est tout le temps à nouveau cette question effectivement de la formation pour le coup, parce que ça nécessite des véritables compétences et pas simplement des petites lumières qui s'allument dont je parlais tout à l'heure, de savoir gérer une crise. On voit en partie, en tout cas très brièvement, sur les premiers secours en santé mentale, mais on sait qu'on est avec des jeunes qui espèrent peut-être une ou deux crises pendant ces jours, qui sont à risque. Ça nécessite d'avoir des adultes qui soient effectivement formés, qui se sentent en capacité, dont ça ne fait pas peur, qui sont au courant que s'il y a une forme d'agressivité, c'est plutôt en fait de la défense plutôt que de l'attaque, et donc ils se sentent en capacité d'agir. Ça veut dire que on essaye d'augmenter aussi nos ressources pour éviter, parce qu'on sait qu'on génère aussi beaucoup de formes de violence physique malgré nous, quand on se retrouve face à un jeune qu'on n'arrive pas à maîtriser, à contenir,
On se redit par exemple la contention, c'est un geste professionnel exclusivement dédié aux équipes médicales. Et j'en entends encore beaucoup parler, parfois, de se dire j'ai dû contenir un jeune. En fait, on se met en défaut vis-à-vis des parents, vis-à-vis du jeune lui-même, quand on ne sait pas agir. Et donc, c'est effectivement, c'est intéressant de se dire comment est-ce qu'on peut s'appuyer sur des structures comme Toupie, par exemple. Je pense que vous avez aussi des formations là-dessus, sur la gestion de l'agressivité, sur comment est-ce qu'on peut avoir un espèce de petit pool d'experts. Chez l'équipe de France, on a 99 000 adhérents. Et donc, on envoie chaque année 80 000 jeunes enfants. Donc, quand même confronté à une somme, même si on peut se dire qu'on n'est pas tout à fait représentatif de la population française, mais quand même assez représentatif. Notamment, par exemple, cet assaut de l'ASE, le Colibri, dépend de l'équipe de France aujourd'hui. Donc, du coup, on a un peu une ligne d'urgence avec des professionnels de santé qui répondent 24 heures sur 24 pour donner des réponses, réaiguiller vers les urgences, etc. On a l'avantage d'être 20 000 bénévoles. Donc forcément, c'est plus facile, mais on s'est doté, en tout cas, de ces ressources, de ces compétences, parce que sinon, on ne peut pas. Vous disiez parler d'inclusion. Ouais. Moi, je prends mon cas perso. Certaines pathologies, l'inclusion a été compliquée. Ma fille est diabétique et il y a une association qui fait les polos que pour diabétique. Ouais. Et il y a une grosse notion psychologique là-dedans, parce que sur le séjour, le directeur diabétique, la personne diabétique, il y a un médecin, il y a un diététicien, il y a un psychologue. Il y a un gros travail là-dessus, justement, parce qu'ils ont vu cette lacune-là et que moi qui ai mis ma fille sur le beau polo, je prends beaucoup de temps avec l'équipe pour expliquer. Et malgré ce temps pris, je suis appelé de manière. Ils ont peur. Ils ont peur. Dès qu'ils voient sa première lycéenne qui commence à m'appeler, ils ont peur dans tous les sens. Et j'ai pris le risque. Et l'été dernier, pour la petite anecdote, quand elle se baigne, on ne peut pas avoir sa tombe avec elle, donc j'ai pris le téléphone dans une pochette plastique pour qu'elle sache, parce que si elle fait une prise, elle peut se marier. Les jeunes étaient au courant, on a fait l'inclusion. Il y en a un qui n'a pas compris le truc, il l'a jeté à l'eau, il a jeté le cartonnet et le téléphone tombait 40 mètres sous l'eau. Et du coup, on était à deux doigts d'aller récupérer, malgré l'inclusion, malgré tout ce qu'on peut faire. Et cette notion de danger, l'équipe a eu peur. On m'a appelé, j'étais à deux doigts d'aller récupérer. Est-ce qu'ils ont plus peur? Et former une équipe dans l'inclusion, tout dépend des pathologies. Si on n'a pas s'ils ne sont pas d'accord, eux, c'est pour ça qu'il faut que les gens le sachent. S'ils ne sont pas d'accord, c'est vrai qu'ils ont une responsabilité, il y a une liste de vie en danger qui peut être très longue. Mais j'entendais tout à l'heure, vous disiez qu'un des regards croisés, ça avait l'année prochaine, je ne sais plus, c'était sur comment est-ce qu'on se met plus en lien avec les parents. C'est aussi intéressant de se dire comment est-ce qu'on fait des vrais partenaires éducatifs aussi dans cette école d'inclusion. Et là, c'est ce que vous avez été. C'est-à-dire qu'en ayant cette disponibilité et en acceptant de mettre votre fille dans un séjour qui n'est pas un séjour spécifique, vous savez que d'une certaine façon, ça vous engageait aussi à une forme de vigilance, d'astreinte et de pouvoir répondre rapidement en cas de besoin. Moi, c'est toujours un deal effectivement que j'ai pu faire avec les familles qui m'ont parlé, de me dire très bien, j'accueille votre enfant, on n'a pas toutes les ressources pour l'accueillir. En revanche, je vous demande, pour le temps du séjour, de laisser votre téléphone allumé et de répondre si c'est mon numéro qui s'affiche, parce que ça veut dire que j'aurai besoin de vous avoir sur un besoin spécifique si on est à un horaire qui n'est pas un horaire d'appel habituel des parents. Et donc, ça se passe mieux. En tout cas, moi, ça me rassurait en tant que directeur. C'est aussi le rôle de nos directeurs et directrices de rassurer leur équipe, de pouvoir jouer sur la confiance qu'il peut y avoir. Parce qu'effectivement, quand on est jeune animateur animatrice, le poids des responsabilités, il est lourd. Et pour être confronté à des éducateurs et éducatrices qui ont 16 ans, je disais, encadrer toutes les questions que ça pose dans le book que vous avez revu, effectivement, on se dit qu'on a intérêt d'avoir des directions qui sont un peu solides et un peu étayées, soutenues. Moi, je comprends les parents qui sont soutenus.
je suis dans les deux sens. Hein, Et oui, bien sûr. on voit les sanitaires, les de temps en temps. Tellement, bien sûr. Mais il y a tellement de portes qui se ferment quotidiennement de ma fille qu'à un moment donné, vous l'accompagnez, un médecin me dit il faut lui dire la préfecture. Je dis, c'est sûr, parce que ça veut dire qu'elle va avoir un permis probatoire, tous les 4 ans, machin, et puis il y a la autre qui me dit c'est derrière. Et tous les jours, tous les jours, ceux qui ont un enfant porteur de handicap, ils sont tous les jours confrontés à une problématique, ce qui fait que sur la colo, on se dit c'est bon. Ouais. Mais c'est souvent un lieu un peu de décharge. Ça va? Super. Merci en tout cas.